Ah ben voilà, comme ça, la dame me dit, hop, voilà, j'ai compris. Et puis, effectivement, on choisit cette formule par Zoom pour être tous ensemble, qu'on puisse échanger. Hélène va nous parler du sujet dont on va parler tout à l'heure, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Voilà, n'hésitez pas à les poser. On va en profiter pour passer ce temps ensemble autour du thème de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire le rapport à l'argent au sein de la famille et surtout dans la mémoire de la famille. C'est-à-dire pas seulement avec les parents, mais plutôt dans l'histoire familiale. Et donc, j'en profite, Hélène, pour te présenter. Hélène est thérapeute en psychogénéalogie, tout ce qui a trait à la thématique du transgénérationnel, tout ce qu'on peut porter dans nos mémoires familiales de manière consciente et inconsciente. Et elle vous accompagne à mettre en lumière tout ce qui peut se manifester dans votre vie qui serait en lien avec votre histoire. Voilà. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter pour te présenter? Non, c'est parfait, très bien. C'est une passion, hein, c'est un métier passion. Hein. Ouais. J'ai toujours été particulièrement attirée par les relations humaines, par l'humain, comment il fonctionne et comment il peut vivre certaines choses ou pas. Et le transgénérationnel apporte beaucoup de réponses, je trouve. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est notre deuxième rendez-vous, Hélène. La dernière fois, le Oui, mois dernier, on a parlé de la place de la fratrie dans la famille. Euh, oui. Qu'est-ce que ça représente pour moi quand je suis l'aîné, le cadet, quand j'ai un jumeau, etc. Et puis aujourd'hui, on va se pencher vraiment sur la thématique de l'argent. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quel est le lien Oui, entre l'histoire familiale et l'argent? et l'argent. L'argent, c'est une énergie. C'est pas quelque chose d'inerte, d'immatériel. C'est vraiment une énergie qui circule. Il va y avoir des clans où l'aisance est facile et puis d'autres clans où il y a des blocages. À chaque fois qu'il y a un blocage dans une génération par rapport à l'argent, une ruine, un licenciement, une spoliation, l'héritage est beaucoup, beaucoup dans les blocages d'argent. Il va jouer un rôle très, très important. Eh bien, il va y avoir dans les générations suivantes des difficultés. Soit on gagne beaucoup d'argent et on perd tout, soit on dépense mal à propos, un peu ce qu'on appelle les paniers percés. Et l'argent va parler aussi de la place que l'on occupe, que l'on prend, que l'on ose prendre. Il y a une phrase, moi, qui m'avait beaucoup marquée dans ma formation. Je ne sais pas qui elle est, mais voilà, je vous la livre. C'est: mon niveau d'aisance financière est directement lié au niveau d'appréciation de ma valeur personnelle. Donc, l'argent est lié à la place qu'on nous accorde aussi dans le clan et la place que je veux prendre aussi dans le clan. Il y a des fois des personnes qui n'ont pas de place, hein, qui se disent un petit peu victimes du clan et autres, mais c'est un travail à faire justement pour s'accorder plus d'estime de soi. Et du coup, l'argent vient parler aussi de cette abondance, ce ressenti d'abondance que l'on a, une sorte de prospérité intérieure. C'est vraiment lié à notre état d'esprit intérieur. Voilà, en gros, un petit peu le fil conducteur de, de ce moment-là. Alors, on va dans un premier temps échanger un petit peu avec Hélène sur le sujet d'une manière plutôt globale. Et puis ensuite, si vous avez des questions, vous avez deux manières de les poser au bout de 20 minutes, peut-être une demi-heure, parce que la dernière fois, on avait manqué de temps sur les questions, mais vous pouvez vous lever la main et puis comme ça, vous vous exprimez directement auprès d'Hélène. Soit si vous avez plutôt envie de l'écrire dans le chat, je serai votre voix pour poser la question. Ce que je voulais te demander, Hélène, tu sais, on se dit dans la vie, c'est un peu binaire cette histoire, mais on est plutôt cigale ou plutôt fourmi. Tu vois, il y a des gens qui sont plutôt dépensiers et qui ont un rapport à l'argent un peu plus panier percé. Et puis d'autres qui vont être vraiment dans l'économie. Et pour autant, ça n'a pas toujours un rapport avec leur niveau de revenu. Et Pas du tout. probablement que ça peut être lié justement à ce que tu disais, à l'histoire familiale. Je connais des gens qui ont
des revenus très confortables, et encore ça veut tout et rien dire, et qui pour autant sont extrêmement dans l'économie. Est-ce que tu penses que ça peut se relier à ce qu'on a pu leur transmettre comme valeur quand ils étaient petits, ou même plus loin encore? Oui, oui, oui. Par exemple, il va y avoir des personnes qui ont un sentiment de manque. Leurs placards sont pleins, il faut que leur compte soit plein. Voilà, il y a cette peur, hein, bien ancrée. On s'est aperçu que, en remontant dans le transgénérationnel, le manque pouvait avoir existé déjà. Ben, par exemple, tout simplement les périodes de famine, de guerre, où il y a eu du manque. Et donc, ces manques-là, même si ce n'est pas lié à l'argent, vont générer chez certains descendants une peur de manquer financièrement, par exemple. Et là, ils deviennent fourmis. Et puis, si on prend le cas de la cigale, il peut y avoir soit des parents, des grands-parents qui sont larges, qui sont généreux, qui vont ne pas compter. Voilà, l'argent semble couler du robinet facilement. Soit ça peut être juste au contraire, des cigales qui ont besoin de montrer que la vie, c'est autre chose, parce que peut-être que les parents ont justement économisé des bouts de chandelle toute leur vie. Et qu'on est toujours hein, en rébellion ou dans le même scénario. Voilà. Et cigales et fourmis, c'est aussi un petit peu de la même engeance, hein, c'est-à-dire qu'on va se conformer ou au contraire être contre. On en parlera plus tard, mais ça fait partie aussi, être fourmi ou être cigale, de certains mécanismes d'auto-sabotage voilà, qui arrivent dans certains cas. Alors justement, ça c'est un vrai sujet, si tu veux, on peut en parler. On Oui. peut avoir la sensation, sans savoir pourquoi exactement dans une vie, on se dit, mais pourquoi à chaque fois, j'y arrive pas, le même scénario se répète, je n'arrive pas à me faire augmenter par mon patron, par exemple, ou mon entreprise décolle pas, ou je trouve jamais du boulot, ou j'arrive pas à acheter la maison de mes rêves. Des gens qui ont cette sensation qu'il y a quelque chose qui, qui plafonne. Alors, on peut parler de sabotage avec un petit pas de côté. Oui. Est-ce qu'il a une origine, ce sabotage, finalement, Alors, par exemple, quand l'argent ne circule pas de façon juste dans le clan, donc je pense aux spoliations, et il y en a beaucoup, hein. À une époque, par exemple, le numéro 3, pour en revenir à la place dans la fratrie, eh bien, lui, il était destiné à la religion. Et donc, quand on fait, voilà, on est dans une vocation religieuse où on nous contraint hein, d'entrer dans un monastère ou un couvent, eh bien, on abdicte tout ce qui est question d'argent, d'héritage. On n'hérite pas. Et on s'est aperçu que quand c'était pas une vocation, mais une contrainte, eh bien, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes numéro 3 qui avaient jugé ça très injuste et qui avaient généré dans les générations suivantes beaucoup de sentiments de rancœur, de ressentiment, de colère, d'injustice. Donc, on peut, si par exemple on a des difficultés, des blocages financiers, voir un peu en remontant comment sont vécues les places numéro 3 dans la fratrie, par exemple. Et justement, est-ce qu'ils ont eu des sentiments d'injustice? Donc, tout ce qui est faillite, ruine, va aussi véhiculer beaucoup de honte, beaucoup de colère, peut-être, de sentiments d'injustice. Et génération suivante, on va avoir des blocages, des nœuds émotionnels d'abord liés à ces événements-là qui n'ont pas été suffisamment exprimés, élaborés. Et ça va engendrer justement des blocages où il va y avoir comme une impossibilité à gagner, à avoir ce que l'on veut, puisque au-dessus, nos ancêtres n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Voilà. Hein, donc, il va y avoir vraiment, dans une fratrie, on sait hein, qu'on ne réagit jamais de la même façon. Et chacun des membres de la fratrie va être impacté par une histoire. Voilà. Donc, c'est vrai que dans le clan, plus les événements, les drames sont parlés, sont évoqués, même s'il y a beaucoup de douleur, hein, même s'il y a de la colère, beaucoup d'émotions, plus ils vont être exprimés et moins il y aura d'incidence dans les générations suivantes.
Au contraire, si par exemple des faillites, des ruines sont tues, ne sont pas évoquées, ça devient secret, eh bien là, il va y avoir des gros nœuds émotionnels et des blocages, donc du coup financiers. Tu veux dire que le chemin pour transformer ça, c'est vraiment la parole, en fait, c'est d'en parler au sein de la Oui. famille, de Oui. comprendre pourquoi il y a eu cette faillite ou Mais dans même l'histoire sans savoir particulière. pourquoi, en fait, c'est juste le fait de dire, dans ma famille, mon grand-père a fait faillite. Dans ma famille, mon oncle a été licencié, il n'a jamais bossé. Voilà, ça existe et ne pas le taire. Mm. Voilà. Dolto disait que tous les drames peuvent être parlés et être évoqués devant les enfants. Petit à petit, en adaptant le vocabulaire et les événements, bien sûr, hein, pas obligé de tout raconter, mais plus il va y avoir de l'expression de ce qui est, et moins il va y avoir des nœuds qui vont se générer des blocages. On peut tout dire, en fait. Il Mm. faut juste accepter d'où l'on vient et accepter que notre clan, il n'est pas idéal. Et l'argent en fait beaucoup partie de ça, parce qu'en fait, l'argent dans notre société occidentale est vraiment tabou. Dans d'autres pays, on en parle très, très aisément. Et par exemple, aux États-Unis, on n'a pas du tout le même regard par rapport à l'argent. Combien tu gagnes et ton entreprise périclite, ben, tant pis, tu vas rebondir. Vraiment, il y a une autre dynamique par rapport à l'argent. Mm. Tandis que nous, alors là aussi, hein, le transgénérationnel est hyper important. C'est-à-dire que dans les clans, dans beaucoup de clans, hein, pratiquement la majorité en France, par exemple, on a des origines paysannes. Mm. Et les paysans de tout temps ont une peur des mauvaises récoltes, ont une peur de la météo. Et donc, tout le temps, on a dit que les paysans, ben, c'était des radins, ils étaient, voilà, ils dormaient sur des matelas, etc. C'est vrai. Déjà, ils mettaient très peu à la banque, donc ils avaient vraiment un recul par rapport à ça. Et puis, ils avaient toujours ce qu'on disait, une poire pour la soif. Et donc, ils avaient toujours la crainte que l'année suivante soit pas bonne. Et ils gardaient en prévision des mauvaises années. Donc, pour eux, c'était pas être radin, c'était être économe et prévoyant. Mm. On a ça en nous, même si c'est très, très éloigné de nous maintenant, aujourd'hui. Et puis, un autre impact aussi énorme, ça c'est pour aussi l'inconscient collectif, mais aussi familial, la religion. C'est-à-dire que le poids de la religion parle énormément. La religion catholique, par exemple, euh, incite à donner aux pauvres. On doit être pas trop riche, voilà. Les juifs n'ont pas de problème, eux, pour gagner de l'argent. Au contraire, ils vont faire fructifier, être en réseau, ils vont être attentifs à ça. Les protestants, eux, ils vont rester très sobres. Il ne faut pas être dans le clinquant, dans le bling-bling, même s'il y a de l'argent. Et puis, tout ce qui est aussi de croyances et puis d'investissement, par exemple, dans le monde politique. Par exemple, on sait que les communistes sont contre la propriété, contre les patrons, etc. Donc, selon où on est positionné dans le clan, par rapport à la religion, par rapport au monde économique et puis au monde paysan, eh bien, on a ces mémoires-là en nous et qui vont justement distiller petit à petit des croyances, hein, des phrases, des façons d'être éduqués qui vont nous, justement, nous téléguider dans nos choix. Euh, Tu sais, l'argent, c'est quand même fortement lié à des valeurs. La manière dont on en parle, il y a vraiment des Oui, valeurs très fortes derrière l'argent, qui est une oui, manifestation de ces valeurs. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est que c'est tellement subjectif, ce rapport à l'argent, que pour certains, ça va être un vecteur de liberté. C'est-à-dire, moi, avec de l'argent, je suis libre, libre de partir en vacances, d'acheter une grande maison, de ne pas avoir de patron, enfin, je ne sais pas. C'est lié à la liberté. Et pour d'autres, c'est complètement lié à la sécurité. Quand j'ai de oui. l'argent, j'ai un toit sur la tête et je suis plutôt en sécurité. Et je trouve ça
c'est très probablement lié aux valeurs qui nous ont été inculquées, comme tu disais, soit pour, soit contre. Mais pour autant, ça change fondamentalement la vision d'une vie. Quand j'aurai plus d'argent, je serai plus libre. Quand j'aurai plus d'argent, je serai un peu plus en sécurité. Alors qu'au final, on parle du même argent. C'est quand même incroyable, tu vois. Et probablement que les parents, les grands-parents, toute l'histoire dont tu parles, nous ont peut-être transmis des valeurs, sans parler d'argent, Oui. d'être en sécurité dans notre vie, ou en tout cas de nous y sentir, ou au contraire d'aller chercher de la liberté. Et nous, au présent, de nous servir de cette énergie de l'argent pour aller contacter cette valeur-là. Tu vois, je ne sais pas si je suis claire, mais... Oui, oui. Alors que ça peut être très antinomique, en fait. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Ça me fait penser à ces petits-enfants en Inde et dans d'autres pays pauvres où ils ont un sourire et la notion d'argent est très loin. Et puis, nous, dans notre société occidentale où l'argent donne une place dans la société. En fait, on a un petit peu oublié qu'au départ, ce qu'est l'argent, c'est que c'est un moyen de communication avec l'autre. C'est un lien entre les humains. C'était autrefois le troc. Une heure de couture valait une heure de cours d'anglais ou de je ne sais quoi. Et on y revient au troc. On s'est aperçu que, en fait, derrière ce qui est devenu l'argent, une valeur marchande, il y a une notion de confiance et puis de donnant-donnant, où tout le monde est gagnant. Et il y a peut-être de ça aussi dans cette société où il va y avoir peut-être un besoin de réactualiser un petit peu tout ça. Nos ancêtres paysans, ils étaient aussi pour ces échanges-là de services entre eux, où il y avait une notion vraiment d'entraide. Et l'argent, on peut ne pas en avoir, mais être suffisamment solide au fond de soi pour oser affronter sans argent. Il y en a qui se lancent des défis de vivre sans argent, de voyager sans argent. Et il y a énormément d'entraide. Voilà. Moi, j'ai fait une petite partie du chemin de Compostelle et j'ai vu combien ça existait sur le chemin, entre autres. Ou, par exemple, quelqu'un qui n'avait pas pu retirer de l'argent à un distributeur et qu'après, pendant 2 ou 3 jours, il n'y avait plus de distributeur sur le chemin, eh bien, il a été quand même hébergé, en fait, nourri, sans argent. Et puis, l'aubergiste avait dit, bah, de toute façon, au prochain distributeur, je suis sûre que tu penseras à moi. Voilà, il y avait une assurance solide au fond. Voilà. Oui. Donc, il y a des gens qui vont se sentir beaucoup dans l'aisance, dans une prospérité, une certitude que l'abondance vient à eux. Et là, justement, cette énergie argent, c'est vraiment ça, en fait. Plus on va être sécure et sécurisé dans ce que l'on est, et moins on aura besoin d'avoir. Oui, il y a un vrai lien avec la confiance, en fait. Hein. Complètement. Là aussi, oui. Complètement. Complètement. Alors, Alors, je vais vous donner un exemple aussi très éclairant sur une dame en consultation pour vous montrer combien le transgénérationnel peut agir. En fait, un homme achète dans une maison de village, un tout petit village, et ça suscite énormément de jalousie et de rivalité avec ses frères et sœurs. Donc, lui, il ne comprend pas trop, mais en tout cas, la fratrie a complètement explosé suite à cet achat où c'était quand même une maison assez petite, hein, une maison de village. 4 générations au-dessus, l'arrière-grand-mère maternelle souhaitait déjà acheter cette maison. Et en fait, dans l'autre lignée, l'arrière-grand-père paternel voulait aussi cette maison. Et comme il a donné un peu plus d'argent, l'arrière-grand-mère maternelle n'a pas pu acheter cette maison. Et en fait, c'était 2 lignées qui ne se connaissaient pas, si ce n'est par voisinage dans le même village. Et il a fallu que cette personne que je rencontre, eh bien, ait un père qui rencontre sa mère, et pour que les 2 lignées se rencontrent,
et que la problématique de la maison ressurgisse. Parce qu'en fait, il y avait un premier conflit qui existait par rapport à cette maison, qui ne s'est jamais solutionné. Il y avait une envie, il y avait une injustice, il y avait de la colère, et il a fallu qu'il achète cette maison à nouveau pour justement dire, qu'est-ce qui se passe? Ma fratrie explose, quelle est l'histoire de cette maison? Et en remontant, il s'est aperçu que les ancêtres étaient déjà en conflit. Ça veut dire aussi que dans les problématiques d'argent, très très souvent, on a des lignées qui sont en guerre. Tout ce qui est de l'ordre de la rivalité, de la jalousie. L'un se sent moins aimé que l'autre, l'autre se sent préféré, ou en tout cas a eu un peu plus de terre que dans l'héritage, etc. Eh bien, il va y avoir quelqu'un, 2, 3 générations après, qui portera cette histoire à charge pour lui de l'éclairer. Mm. Alors, je propose qu'on puisse commencer un temps de questions-réponses avec ce qui vient de se dire. S'il y a voilà, des questions que vous vous posez, des éclairages à apporter sur un sujet par rapport à l'argent, bah, vous pouvez tout simplement vous manifester. Vous pouvez lever la main. Alors, je ne sais plus comment c'est sur Zoom, mais je sais qu'on peut dire Ah oui, 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 je crois que des réactions, non? C'est ça? la Voilà. réaction, ouais. Voilà, vous avez un petit bonhomme, pouf, vous mettez réaction et puis comme ça, on vous donnera la parole. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous exprimer verbalement et que vous préférez le mettre dans le chat, je le dirai. Mais voilà, c'est complètement le moment. Alors, dans les clans, c'est intéressant aussi de voir comment ça a été parlé, l'argent. Est-ce que c'est synonyme de réussite? Parce que moi, je peux, par exemple, très, très bien réussir ma vie, à mon sens, c'est subjectif là aussi, mais ne pas avoir besoin d'argent, de gagner beaucoup et que je me sente suffisamment bien. Mais par contre, si dans mon clan, c'est des banquiers, c'est des gens qui ont réussi, des chefs d'entreprise et autres, eh bien, il va y avoir justement une difficulté à me positionner dans mes valeurs parce que ce n'est pas du tout les valeurs du clan. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment se parle l'argent dans votre clan. Si par exemple, vous avez baigné dans votre enfance avec la phrase « l'argent est sale », comment voulez-vous avoir des billets dans votre poche si vous pensez que c'est sale? Ben voilà, ça ne sera pas possible. L'argent ne fait pas le bonheur. Et oui, mais moi, je veux être heureuse. Donc, il ne faut pas que j'ai d'argent. Voilà. Donc, ça, c'est des croyances. Alors, vous en avez certainement, il y en a plein, mais qui impactent durablement notre vie d'adulte aussi. Il ne faut pas oublier. Elles ne nous oublient jamais, ces phrases-là, et on ne les oublie jamais. Est-ce que certains parmi vous ont eu des choses comme ça qui ont été inculquées, que vous sentez qui ne vous appartiennent pas aujourd'hui? Et puis, voilà, la vie avance avec ça, et un peu comme une croyance limitante ou une valeur qui vous appartient peut-être pas tout à fait. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a un nœud qui a besoin d'être délié par rapport à ça. Regardez quelquefois nos réactions. Alors, je réponds, si on a ces mauvaises croyances, comment faire pour s'en sortir? Ben déjà, prendre conscience. Quelles sont les phrases qui ont bercé mon enfance? Est-ce comment, c'était lié à quoi? Par exemple, l'argent est sale. Moi, en tant que psychogénéalogiste, je vais chercher quel est le membre du clan qui a traficoté de l'argent. Peut-être qu'il a fait des bonnes affaires. Peut-être que, justement, il était envié, jalousé. Et peut-être que les gens ont dit « Oh là là, mais c'est pas clair ce qu'il fait. » Tout simplement. Mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a justement fait des affaires un peu louches, auquel cas le jugement est arrivé. Tant qu'il y a jugement sur des attitudes de nos ancêtres, on va être piégé dedans, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Celui qu'on encense, le héros qui a tout réussi, et puis celui qui a tout raté. Ben voilà, c'est là où il faut aller creuser. Alors, pour abonder dans ton sens, Hélène, c'est vrai qu'il y a le fait de comprendre l'histoire.
Et après, par rapport aux croyances dites limitantes, donc par exemple, Sophie, l'argent est sale ou l'argent ne fait pas le bonheur, c'est d'aller faire un travail en face pour aller créer une croyance soutenante. Donc, de manière très binaire, Oui, aller chercher une phrase, travailler avec beaucoup de précision et de finesse qui va pouvoir se mettre en face de cette croyance limitante et aller, je dirais, travailler cette croyance soutenante sur 21 jours où il y a des petits oui, exercices comme ça de PNL ou des choses comme ça qui peuvent permettre de, alors là c'est l'hypnothérapeute qui parle, mais de déprogrammer le cerveau. c'est ça. C'est aussi simple que ça et pas C'est tant ça. que ça, mais quand même il y a des Attends. petites choses à faire de Oui, l'ordre de la botte secrète. Donc c'est d'aller vraiment chercher la croyance soutenante c'est parce que ça. je pense que tu vois de quoi je parle, on avait Oui, oui. travaillé ensemble dessus. C'est juste magique, hein, c'est incroyable. Déceler une croyance limitante, c'est déjà me dissocier de ce que je pense être une valeur. Je me dissocie du sujet et ensuite en face, je vais mettre une croyance soutenante. Je vais l'installer. Oui, Et ça peut aller très vite à l'échelle d'une vie, ce genre de oui, choses. Mm. oui, oui, oui. Oui, Voilà. oui, oui. Mm. Après, en revisitant l'histoire familiale, on s'aperçoit qu'il y a des drames, des choses qui ont été compliquées et dures, mais en remettant dans le contexte, on s'aperçoit aussi qu'on peut trouver du positif et des choses bénéfiques. Voilà. Mais bien souvent, l'humain, il ne retient que ce qui est négatif. On le voit très, très bien aujourd'hui, depuis 2 ans particulièrement, et dans les informations en général, télévisées et autres, où il n'y a que le négatif qui est mis en avant. Donc, ces croyances-là, elles peuvent être justement débusquées et visitées autrement. On guérit de l'histoire en sachant l'histoire et en allant visiter toutes les émotions liées à chaque événement. Voilà. Donc, en fait, par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. Imaginez, par exemple, dans un clan, un mariage où il y a un statut, des statuts sociaux différents. Euh, une fille qui est d'origine modeste, qui épouse quelqu'un de riche. Et puis, il leur arrive un accident suite à leur mariage. L'argent ne fait pas le bonheur. Et la croyance va s'installer durablement dans le clan. Parce que lié à un mariage synonyme de bonheur en général, il y a eu un drame. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les descendants de 3 générations au-dessous eh bien, doivent être malheureux et dans le mariage et avec l'argent. Et donc, tant qu'on n'a pas fait le lien avec ce qui s'est passé et qu'on n'a pas justement fait le deuil, euh, visiter l'injustice, c'est quand même triste pour ces jeunes qui meurent aussi rapidement, ils n'ont pas connu plus de bonheur et d'amour, etc. Tant qu'on n'a pas visité ça, ben, ça continuera à nous impacter. Mm. Voilà. Il y a, il y a aussi quelque chose avec dans les héritages. Moi, j'ai envie de parler de ce moment un peu délicat dans une famille quand on perd quelqu'un dans la famille et que le moment de l'héritage arrive. Moi, je réalise quand je regarde tout autour de moi que ça va venir cristalliser énormément de choses. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de familles qui se déchirent, qui se séparent pour une histoire d'argent qui finalement, on s'en rend tous bien compte, ce n'est qu'un prétexte à aller chercher des conflits qui en fait étaient couvés en Attends, fait, hein. Voilà. Et, du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces moments aussi délicats où on réalise que l'argent est l'enjeu, c'est l'iceberg, c'est vraiment un bout du sujet. Déjà, comment on peut comprendre ce qui se passe? Pourquoi je sens que c'est pas juste que cette personne est plus que moi, que mon frère est plus que moi, ou moins, mm, enfin, bref, toutes ces injustices qui sont ressenties, mm. sont là aussi en général très subjectives. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que les gens se déchirent comme ça dans une famille? L'argent, c'est de l'affectif. D'ailleurs, on le voit très très bien, hein, on va donner des cadeaux, de l'argent, à la place de dire je t'aime, bien souvent. Et donc, en fait, si je me sens moins aimée, ou en tout cas, je n'ai pas eu le mot de la maman ou du papa qui meurt
disant je t'aime ma fille et je te reconnais tel que tu es, eh bien, je vais m'évertuer à essayer d'avoir un peu plus que les autres. C'est vraiment de l'affectif. Et c'est souvent pour ça que les conflits euh, explosent suite au décès, parce que la personne défunte ne peut plus justement dire ces mots-là. Et donc, il va y avoir beaucoup de peur sur est-ce que j'ai compté dans sa vie? Est-ce que j'ai une place? Est-ce que je reçois moins, donc peut-être que je comptais moins et que j'étais pas, qu'il n'était pas fier ou qu'elle n'était pas fière de moi. Voilà, il va y avoir beaucoup de cette insécurité affective intérieure, en fait. Mm. Et c'est pour ça aussi que même si devant notaire c'est très équitable et juste, eh bien si l'un a la maison familiale et que l'autre a des terrains en valeur égale, hein, eh bien la maison familiale, bien souvent, celui qui l'a va avoir l'impression d'avoir plus et les autres vont aussi envier cette maison parce qu'il y a les souvenirs, il y a l'affectif qui s'est vécu. Tandis que l'argent ou les champs, eh bien, c'est pas pareil. Voilà. Hein, donc, c'est pour ça aussi que dans les conflits de fratrie, quand c'est pas solutionné, bien souvent, il y a d'autres conflits qui explosent. Mm. L'argent, hein, c'est vraiment du lien, hein, c'est vraiment euh, une énergie. S'autoriser à avoir de l'argent, c'est s'autoriser à prendre sa place, à être sûr de soi, mais aussi, il y a quelque chose aussi de très important dans le transgénérationnel par rapport à l'argent, c'est imaginer par exemple que mes parents, ils aient toujours compté, voilà, ils étaient très soucieux de la fin des mois qui était compliquée, etc. Comment moi, si j'arrive à avoir une profession, un métier qui me fasse gagner de l'argent suffisamment et largement même, comment moi je peux m'autoriser ça? Et je vais quelquefois rentrer dans des attitudes d'auto-sabotage pour ne pas dépasser mes parents, pour ne pas avoir la banane alors que eux, ils étaient toujours en stress à la fin du mois. Mm. Donc, s'autoriser à avoir plus, à avoir mieux, à avoir le sourire alors que nos parents ne l'ont pas eu pour plein de raisons, ça, c'est aussi un de nos challenges à tous, dépasser les difficultés que nos ancêtres ont vécues. Donc, ça, c'est un des gros nœuds, des gros blocages, s'autoriser à avoir plus. Voilà. La notion hein, vraiment d'abondance, elle peut être là aussi, en difficulté. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Est-ce qu'il y a une remarque, une question par rapport Alors, à votre histoire ou celle de quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément personnel, oui. Oui, bien sûr, Alexandre. Alors attends, hop, tu es en muet là? Non, non, c'est bon. Ah, super, voilà. Bonjour. Bonjour. Ça me parle beaucoup. Il y a plein de choses qui ont été dites, qui se répètent beaucoup, qui s'est beaucoup répété dans mon enfance. Des notions comme ah ben l'autre il est pourri gâté quand on est enfant. Et typiquement là on est dans une période où on approche de Noël. Et pendant des années c'était une période qui m'angoissait un peu parce que cette sensation de manque, j'ai jamais eu vraiment ce que je désirais ou c'était toujours trop. Et, euh, Et ma mère, par exemple, elle me disait souvent, si je me plaignais ou si je demandais quelque chose, oui, mais nous, on mange du pain noir avec du café pendant que toi, tu as un steak sur dans l'assiette. ah Plein de oui, choses de culpabilité comme ça. eh Et oui, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose qui fait, j'aurais peut-être un peu honte d'avoir de l'argent, quoi. tout à fait, Voilà. tout à fait. En fait, les parents, là, c'est presque de la manipulation affective dans leur fonctionnement. Ils vont se poser en victime pour pousser leurs enfants, tout en sachant qu'un parent, il pousse toujours son enfant vers le mieux, mais en même temps, il y a un gros élastique qui retient l'enfant en disant, oui, mais alors s'il a plus que nous, il va nous oublier, il va avoir honte de nous, donc il ne faut pas trop qu'il s'éloigne.
et il se pose en victime. Et voilà, et il y a toujours cette honte à avoir plus. Voilà. En sachant que quand même, l'évolution du clan doit se faire et qu'on doit rendre à nos ancêtres ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont pu faire ou ce qu'ils n'ont pas pu faire. C'était leur époque, mais nous, on ne peut pas porter à leur place leur fardeau. Voilà, il y a vraiment cette distance à faire. Il y a aussi une phrase que j'entends super souvent: je gagne ma vie, je gagne bien ma vie, ou je gagne mal ma vie. Votre vie, vous l'avez. Vous n'avez pas à la gagner. La vie, elle est. On gagne de l'argent pour subvenir à nos besoins, pour se faire plaisir, pour payer ce qu'il faut payer, etc. Mais notre vie, elle est. Et quand on met à distance notre vie, notre existence, ce que l'on a envie, dans nos talents, dans nos dons, de mettre en évidence, ça fait une grande différence avec l'argent que l'on gagne. Voilà, hein, là, il y a vraiment ça. Et ça, c'est inculqué depuis des générations et des générations. Gagner sa vie. On l'a, la vie. On est vivant. Quoi qu'on fasse. Il y a un conférencier qui est auteur aussi, je crois, qui s'appelle Christian Junot, qui a fait de l'argent le thème de sa vie. Il était à l'époque, il est donc suisse, il était banquier, donc autant vous dire que lui, il avait le jackpot au démarrage de sa vie pour faire de l'argent un sujet. Et puis un jour, il a quitté la banque et il a eu envie de regarder de plus près cette énergie de l'argent justement dans la vie des gens. Et moi, j'aime beaucoup parce que il dit que c'est un vrai chemin à faire, l'argent. C'est un vrai chemin pour que je revienne à mes repères, à mes valeurs, à moi. C'est-à-dire que je peux gagner énormément d'argent et me sentir dans une prison dorée parce que ça ne correspond pas à mes aspirations profondes. Encore faut-il que je sache quelles sont mes aspirations profondes. Et c'est en ça qu'il parle véritablement de faire un chemin par rapport à ça. Ou alors, au contraire, d'avoir un plafond de verre. C'est-à-dire, je vais gagner ma vie, mais pas trop quand même, parce qu'il y a une loyauté envers les parents qui s'installe. Voilà, par rapport à ce que vous disiez, Alexandre, où je peux gagner ma vie, mais attention, parce que je vais être tellement loin des valeurs de mes parents qui ont pensé bien faire. Hein, on ne juge personne, hein, c'est comme ça. Hein. Et donc, il y a un vrai job à faire pour faire sauter le plafond de verre si c'est ce dont j'ai besoin. Encore faut-il savoir si c'est de ça dont j'ai envie. Et c'est en ça que ce monsieur parle vraiment d'un chemin. Et moi, j'aime beaucoup cette image-là, de sentir que par palier, on a une conscience de notre rapport à l'argent qui s'affine. Et au plus je me connais au sens large, et au plus je peux affiner mon rapport à l'argent et comprendre mes besoins et pas ceux de mes ancêtres. Ce qui met à mal, c'est la comparaison, en fait. On ne devrait jamais se comparer aux autres. On a toujours suffisamment pour soi, mais quand on compare, ça donne une idée de j'ai pas assez, je me sens inférieure. La dévalorisation rentre beaucoup aussi dans les blocages d'argent. Moi, je vais me sentir suffisamment, ancrée, solide, en sécurité, et moi, je vais rencontrer l'abondance. Plus j'envoie à l'univers des certitudes, de l'assurance que tout va aller pour le mieux, et plus je vais attirer justement ces situations-là. Donc, derrière les blocages d'argent, il y a beaucoup de peur, de comparaison, de dévalorisation. Il y a ce schéma-là hein, qui est en nous, oser être différent de ceux du clan. Parce que notre grande peur d'humain, c'est d'être exclu, d'être moins aimé. Et si je réussis professionnellement, comment je vais être jugée? Voilà, il va y avoir des blocages comme ça. Il y avait un jeune homme qui voulait créer une auto-entreprise. Alors voilà, il a un papa, lui, qui n'a jamais bossé. Cet homme qui vient me voir, il a 35 ans, mettons, 35-40 ans, eh bien, il n'a jamais vu son père se lever le matin pour aller travailler. Son père a toujours vécu des subsides du RMI, du RSA, voilà. Donc, il est aidé par l'État, mais par contre, il est contre
tout contre l'État, contre les patrons, contre voilà. Et donc, quand son fils lui dit qu'il va être auto-entrepreneur et qu'il quitte le statut salarié, son père lui dit, tu changes de clan, tu changes de camp, pardon. Tu deviens un patron. Et c'est une auto-entreprise. Hein. Eh bien, impossible de créer sa boîte. Pourtant, il a du talent, ce jeune. Il a plein d'idées. Il sait qu'il peut réussir. Et cette phrase l'a percuté parce qu'en fait, il s'est toujours senti un petit peu jugé par son père qui lui disait ben, va bosser, va gagner 3 francs 6 sous, moi je reste couché, je gagne autant. Eh bien, il y a cette dévalorisation profonde ancrée en lui qui fait que, pour l'instant, ça bloque. Voilà. Hein, donc, il faut qu'il aille déverrouiller ça et oser ne plus être aimé par son père pour ce qu'il va devenir. C'est accepter ça aussi. Voilà. Et on a tous ce chemin à faire. Ok, tu n'aimes pas trop ce que je suis, mais en même temps, c'est ma voie, c'est mon chemin, donc tu es ok. Voilà. Alexandre, oui, pardon. Alexandre, oui, excusez-moi. Oui, du coup, j'ai une question. Alors, bon, tout ça, ça a été un petit peu intellectualisé et tout, mais quels sont les outils, du coup, pour arriver à poursuivre son chemin et à déverrouiller tout ça? On a parlé de la PNL, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Bah déjà, le transgénérationnel, hein, quand on étudie en fait les phrases, qui a dit ces vérités, ces croyances, dans quelle situation elles ont été créées, quelles émotions ça fait. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez que le grand-père il fasse faillite. Eh bien, comment ça a été perçu par lui? Qu'est-ce qu'il a ressenti? De la honte, de la colère, un sentiment d'injustice, il s'est fait avoir, etc. Comment son entourage a vécu cette ruine? Comment la grand-mère s'est peut-être mise à travailler alors qu'elle n'avait jamais bossé? Peut-être qu'il y a des enfants qui ont arrêté leurs études. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont été confiés à un oncle et une tante voilà, pour aider. Bref, comment a vécu la sphère familiale et comment après ça a été transmis en termes de mots? Est-ce que ça a été caché? Est-ce que ça a été parlé? Est-ce que c'est devenu un secret? Est-ce qu'on a minimisé le truc? Bref, voilà. Et donc, à partir de là, quand les émotions sont évacuées, parlées, c'est-à-dire qu'on peut ressentir la colère du grand-père dans notre corps, on peut pleurer, on peut avoir honte, on peut être une maîtresse femme parce que je suis la digne petite fille de la grand-mère qui a tout pris en main après et pour sauver son mari qui était faible. Donc la polarité masculine-féminine, comment elle s'est équilibrée après dans le clan. Donc en visitant tout ça, petit à petit, on se désengage. Et là, ça peut nous libérer totalement parce qu'on peut-être qu'inconsciemment, on portait la honte, la colère, le sentiment d'injustice et on génère avec ces émotions-là des répétitions dans notre vie. C'est un peu comme si toutes les histoires devaient être mises à jour. Comme si nos ancêtres ne voulaient plus qu'il y ait de tabous, de secrets. Et donc, on va rencontrer les bonnes personnes, les bonnes situations qui font que, ben oui, je rencontre que de l'injustice, je rencontre que des pertes d'argent, ben parce qu'en fait, dans le plan, il y a ça à nettoyer. Voilà. Pour abonder la réponse d'Hélène, moi, je reste intimement persuadée que le point de départ, c'est de comprendre pourquoi, moi, dans ma vie aujourd'hui, j'ai ce rapport-là à l'argent. Ça, il faut y passer. C'est compliqué de faire l'économie de ce chemin-là. Et après, il y a toute la partie inconsciente. Il y a tous les programmes qui se sont installés. Et là, c'est plutôt l'hypnothérapeute qui parle et qui va raconter où je me dis, mais bon, ok, d'accord, j'ai compris. Comme tu disais, Hélène, mon grand-père a fait faillite. Je ne veux pas faire pareil, mais moi, je sens que je me sabote. Enfin bref, on déroule notre histoire. Et après, il y a vraiment de rentrer un autre programme dans le cerveau. On en revient aux croyances limitantes et soutenantes. Et c'est vraiment d'aller installer un autre fonctionnement. Et ça, c'est vraiment... Imaginez, c'est comme un circuit électrique, vous allez brancher deux fils, deux autres fils. Je débranche mes fils, ça fait 30, 40, 50 ans que je fonctionne comme ça. Pouf, je débranche et je branche.
Et il faut fabriquer un nouveau chemin dans le cerveau. Et ça, c'est une manière, c'est une autre manière de dépasser, je ne vais pas dire le problème parce que ça ne pose pas de problème à tout le monde, mais un fonctionnement qui pourrait peut-être être obsolète. Je comprends, je me réapproprie le problème, je m'en dissocie, ce n'est pas mon histoire, c'est la leur. Déjà là, à mon avis, plus de la moitié du chemin est fait. Et ensuite, j'installe un autre fonctionnement. Vous voyez? Là, déjà, on commence à pas être mal. Oui. Je sens qu'il y a quelque chose là, une autre question. Ouais, non, c'est... Ok. Oui, il y a vraiment des étapes et comme une boucle à boucler, hein, c'est comme s'il y avait une boucle qui n'était pas bouclée dans la famille. On peut choisir de continuer dans la lignée ou on peut choisir aussi de boucler la boucle, pour que la vie soit plus douce pour nous. Oui. Ma foi, c'est pas mal comme programme. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette histoire d'argent au sein de ma famille? Est-ce que c'est peut-être une expérience? Je ne sais pas. Allô? Oui, alors j'entends quelqu'un. Nathalie? Oui. Ah, Nathalie. Alors, oui, Nathalie. Bonjour. Bonjour à la vidéo. Donc, voilà, on vous entend assez mal. Est-ce que c'est possible de vous rapprocher ou... Là, ça va mieux? Allez, on s'adapte. Allez-y. Pas de questions, mais je rebondis un peu sur ce qui a été dit et l'argent dans ma famille. J'ai mon père qui a été déshérité par sa mère il y a 6 mois après son décès. Alors, je suis désolée, mais moi, j'entends Votre pas. père a été déshérité? Oui, 6 mois après le décès de sa mère. Et j'ai fait des recherches dans ma généalogie. Et effectivement, les ancêtres ont dit que certaines vérités apparaissent. Et après que mon arrière-grand-père avait commis un vol d'argent. Donc, c'est vrai que l'argent a toujours été dans l'histoire familiale épineux. Le rapport à l'argent, la difficulté à en avoir et la difficulté à en dépenser aussi. Voilà. Ça n'a pas été dans les années 30, 33, donc le rapport avec la guerre. On n'entend pas beaucoup, hein. Mais j'ai compris qu'il y avait eu un vol au niveau des arrière-grands-parents. Alors, c'est intéressant le mot vol. Comment on peut devenir un voleur? Bien souvent, on trouve des origines d'être mal aimé. Si j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas, je vais piquer chez l'autre qui me semble avoir plus, trop, pour m'en donner. Et il va voler des choses matérielles, mais sans penser qu'il se répare sur son affectif, en fait, le voleur. Alors, c'est pas qu'il faut voler, hein, mais souvent, il y a vraiment une idée comme ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui est spolié, qui est déshérité, au-dessus, on trouve un voleur, eh bien, peut-être qu'encore au-dessus, il y a un enfant mal aimé qui n'a pas été suffisamment reconnu, etc. On vient parler d'affectif dans ce clan. Et le papa qui est spolié hein, dans son héritage, déshérité, eh bien, il a en charge, inconsciente peut-être, de réveiller ce qui n'a pas été encore solutionné 4 générations au-dessus. Voilà ce que je proposerais là. En fait, si vous voulez, quand il nous arrive des choses dans notre vie un peu récurrentes, eh bien, c'est un peu comme si c'était le clan qui sonne un signal d'alarme en disant « Eh oh, ne n'oubliez pas qu'il y a des choses qui ne sont pas finies, des histoires qui ne sont pas clôturées, qui ne sont pas apaisées. » Voilà. Et donc, ouais, c'est une des pistes aussi. Alors, comment fait-on pour rétablir un déséquilibre lorsqu'on n'a aucune information concernant le vécu? Alors, c'est souvent la question qu'on me pose, hein, en fait. On n'a pas forcément les dates de naissance, les prénoms, etc. de tous nos ancêtres.
mais on va faire de l'histoire de la géographie en psychogénéalogie. C'est-à-dire que si ma grand-mère a vécu en Alsace en 1900, bien, qu'est-ce qui se passait en Alsace en 1900? Comment ils vivaient? On va peut-être aussi voir un peu le statut social du clan, les métiers. Ça peut nous donner des idées un petit peu de ce qui s'est vécu. Et quand on lance des pistes, on n'a pas forcément l'histoire réelle, vraie. On va peut-être lancer des pistes et puis dire, ben voilà, comment ça résonne si je lance l'hypothèse que la grand-mère, elle a pu vivre ça? Qu'est-ce que ça vous fait? Et souvent, le corps, il réagit. Ah ouais, là, je trouve que c'est juste. Ah ben non, là, non, pas du tout. On va tâtonner comme ça en approchant. Donc, on n'est pas obligé d'avoir l'histoire du clan complet, mais on va procéder par petites touches de suppositions, de choses qui peuvent se vérifier. Et le corps, il a toujours raison. Il raisonne aussi par rapport à la vérité. Voilà, si ça peut répondre peut-être. Alors, on a le temps pour une deuxième question, une dernière question avant de prendre le temps de clôturer. Merci Claire. En attendant, on va en profiter, peut-être on pourra partir sur une question, mais je vais vous partager l'écran parce que je voudrais vous montrer, du coup j'en profite, nos prochains rendez-vous. Alors attendez, attendez, je me suis peut-être un petit peu emballée. Est-ce que j'ai préparé la page? Oui, je vais vous la trouver ici, c'est parfait. Alors, on se retrouvera une fois par mois jusqu'en janvier par rapport à... Ah, mais Claire, tu dis, j'ai réussi à trouver des extraits d'actes de naissance, mariage et décès. Ah oui, tu es allé chercher dans les archives. Bah oui, ouais. Ouais. Déjà, ça va te donner pas mal d'infos, j'imagine. Ouais. Ne serait-ce que les secteurs géographiques, les métiers, ça peut déjà donner... Ça donne une indication. Tu vois, famille d'agriculteurs, c'est pas la même chose qu'en ville, etc. Oui, tout à fait. Alors, là, on a parlé de l'argent aujourd'hui. C'est un sujet passionnant. Je vais vous partager l'écran sur la suite de nos aventures. On s'est retrouvés aujourd'hui pour ce live-là. Si vous avez envie de noter dans votre agenda, on va se retrouver en janvier, même jour, même heure, le 20 janvier, où on parlera des secrets de famille. On a tous, je pense, quasiment tous. C'est mon avis, mais ça, voilà. Donc voilà, on a tous toujours des choses de cet ordre-là, des secrets de famille, et ça peut être très très lourd de conséquences. Ça peut vraiment être lourd, ça peut être tragique, voilà. Et il y a peut-être des cadeaux à aller chercher derrière ça. Donc si vous avez envie de creuser un peu la question, on vous donne rendez-vous le 20 janvier pour ça, sur le même genre de format. Et puis ensuite, on aura un autre rendez-vous en février, où là, on va aller explorer le masculin et le féminin dans ma lignée. Quelle est la place de la femme dans ma famille? Pourquoi je suis dans une famille où les femmes sont des femmes de tête, ou au contraire, ce sont les hommes plutôt qui tiennent tout ça? Et qu'est-ce que ça fait pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que ça raconte pareil en réaction ou par mimétisme, hein? Et qu'est-ce que je peux faire de ce genre d'informations-là aussi, avec ces deux polarités-là, pardon. Et là, on aura exploré déjà plusieurs thèmes. Et bien entendu, tout ça, ça parle de notre histoire personnelle à tous, à tout un chacun. On a tous des nœuds à délier par rapport à notre histoire familiale. Et on vous propose avec Hélène de venir passer un dimanche à Montpellier avec nous, où on va être dans une immersion complète par rapport à la thématique de nos mémoires familiales et transgénérationnelles. Donc, Hélène vous proposera de faire votre arbre, de penser votre arbre familial. Donc, c'est toute une pratique qu'elle va vous expliquer. Et moi, j'accompagnerai la découverte de cet arbre familial par une pratique d'hypnose. Donc, on aura 2 séances d'hypnose dans la journée, plutôt un voyage hypnotique par rapport aux lignées familiales, pour voir si l'inconscient a des informations à vous offrir par rapport à tout ce que vous aurez vu dans votre arbre, ou pas vu d'ailleurs, et que vous avez besoin de voir, et plutôt trouver ensuite des clés sur le deuxième voyage pour la suite de votre chemin de vie à vous, par rapport à ça. Voilà, ça c'est pour les prochains rendez-vous. Donc, hop, j'arrête de partager, je reviens à nous. Voilà, est-ce que vous avez peut-être un dernier partage? Ah oui, Elsa? Oui, bonjour. Bonjour, Elsa.
Bonjour. Donc, merci pour pour ce temps. Moi, je suis venue un peu par curiosité parce que je n'avais pas l'impression d'avoir de problème avec l'argent. Bon, bah, du coup, j'ai vu que si. Donc, c'est bien. C'est très bien, donc ça a beaucoup résonné. J'ai un peu regardé ce qui se passait au-dessus de moi. Ça me permettra d'aller regarder de plus près tout ça. Vous avez dit à un moment donné, donc, ce qui crée aujourd'hui, par exemple, on vit un blocage, c'est probablement lié à une situation qui s'est passée 3-4 générations au-dessus où, si je comprends bien, l'émotion liée à l'événement n'a pas été vécue et n'a pas été Élaboré, exprimé. Voilà, donc il Ouais. n'y a pas eu d'énergie en mouvement par rapport à cet événement-là. Et si je me replace aujourd'hui, ici et maintenant, moi, je vis quelque chose. Est-ce que à tous les coups, si l'émotion est vécue, ça peut éviter des blocages dans les générations suivantes, les enfants, les petits-enfants, ou est-ce que bon, on peut aussi faire de notre mieux et on risque quand même de générer des blocages plus tard. Quelle est la meilleure recette pour bien vivre l'émotion, bien vivre l'événement aujourd'hui pour que ça soit fluide pour la suite? Oui, oui. Alors, on ne peut pas faire le travail à la place de nos enfants et petits-enfants, mais le travail que l'on fait pour soi, pour nous libérer, bénéficie à nos enfants et petits-enfants. C'est-à-dire que nos enfants et petits-enfants, ils ont choisi de s'incarner dans cette famille pour vivre certaines choses, certaines expériences, les dépasser comme nous-mêmes. Nous avons choisi cette incarnation. Donc, ils auront du boulot aussi. Même si on a bien balayé devant notre porte, il y aura toujours des petites choses à affiner. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez des excès d'émotions, des blocages, des situations un peu compliquées à vivre, c'est sûr que si c'est en lien avec les ascendants, vous libérez les ascendants et vous vous libérez vous. Et donc, en vous libérant, vous avez une autre attitude, une autre façon de vivre, de prendre en compte les événements qui arrivent, vous changez de comportement et votre entourage proche, vos enfants et petits-enfants, en bénéficient. Voilà, c'est comme dans toute thérapie, il n'y a pas besoin d'expliquer le pourquoi de ce que je fais, etc. Ça se fait parce que vous changez votre fonctionnement, vos réactions. Elles sont peut-être moins exacerbées, etc. Donc, il y a une modification de vos comportements. Tout excès d'émotion, quand par exemple, vous explosez de colère très facilement pour des pécadilles, vous pleurez sans arrêt, etc., tous ces excès-là peuvent peut-être indiquer qu'il y a un ancêtre qui pleure ou qui crie à travers vous. Voilà, c'est intéressant aussi de le voir, c'est que nos excès d'émotions, bien souvent, ne nous appartiennent pas à 100%. On porte les pleurs d'une grand-mère qui n'a pas pleuré en son temps, la colère d'un grand-père qui n'a pas exprimé. Voilà, donc ça, on peut réajuster aussi. Et enfin, tant qu'on combattra le clan d'où l'on vient, qu'on n'admettra pas qu'on voudrait que nos parents changent, que notre enfance n'a pas été idéale, voilà, toutes ces phrases-là, ces comportements génèrent des blocages. C'est-à-dire qu'on fait comme on peut par rapport à nos enfants et petits-enfants. Nos parents ont fait comme ils ont pu, même si aujourd'hui, en les jugeant, on trouverait qu'ils auraient pu améliorer. Et donc, on part sur quelquefois des a priori, on va juger facilement, alors qu'on se dit, ils ont fait comme ils ont pu, c'est OK. Ils ne bougeront pas, c'est OK. On lâche, en fait, sur ce schéma-là. Et si on accepte ce clan tel qu'il est, si on accepte cette enfance telle qu'elle a été, eh bien, on peut se désengager. Voilà. Hein, c'est pas forcément tout excuser, tout pardonner, hein, c'est pas ça. Mais c'est de dire, parce qu'il y en a qui me disent, mais moi, je pars en Australie, comme ça, je mets de la distance et mon clan, je coupe tous les liens. Mais oui, mais le clan, il est en nous. Les mémoires, elles sont là, on les porte. On porte les mémoires de nos grands-parents, de nos oncles, de nos cousins, de tout le monde. Donc, autant faire avec ce qui nous a été transmis, parce que si on s'est incarné dans ce clan, c'est qu'on a quelque chose à faire avec ces épreuves-là.
pour évoluer, pour changer, pour s'améliorer, voilà, pour apprendre. Voilà. Hélène, merci beaucoup pour cette intervention. J'en profite pour vous montrer que Claire, dans le chat, nous offre gentiment le francearchive.fr, un lien qu'on peut aller visiter, j'imagine, pour avoir des informations supplémentaires. Donc, merci Claire. Merci à tous d'avoir passé ce temps-là avec nous. On espère vous revoir bientôt. Et puis, merci Pascal, merci à vous tous. Et puis, on vous dit donc à très bientôt. Je vais vous écrire dans l'après-midi pour vous envoyer les liens vers les prochains rendez-vous. Prenez soin de vous. Merci et bonne fête. Voilà, bonne fête à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.